pour cet après-midi du 5e Congrès ufologique international de Montréal. Nous avons le grand honneur d'avoir les sceptiques du Québec parmi nous, avec leur tête dirigeante. Il faut bien mentionner que c'est la première fois, n'est-ce pas, monsieur, que vous participez à un congrès ufologique? Pour moi, oui. Oui. Alors, nous sommes ravis de pouvoir avoir votre point de vue, à vous aussi. Oui. Le public sait peut-être que moi aussi, je fais partie des sceptiques du Québec, avec lesquels je crois entretenir une bonne relation sur le plan de, non pas d'essayer de se convaincre, mais de se comprendre et d'argumenter, voir jusqu'où vont les arguments. Sur ce, nos deux représentants ici vont lire un texte de Vicente Juan Ballester Olmos, qui est un grand ufologue espagnol, qui a fait de l'ufologie pendant plus de 50 ans, comme qu'ils vont nous dire, et qui a eu tout un parcours. À vrai dire, il nous présente un texte et aussi une attitude qui met au défi l'ensemble des ufologues. Alors, nous sommes tous concernés par les arguments qui seront présentés par ces textes. Sur ce, accueillons-les. Merci bien. Bonjour, je me présente, Michel Bellé, je suis vice-président des Sceptiques du Québec. Les Sceptiques du Québec, on est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la promotion de l'esprit critique ainsi que de la démarche scientifique et des sciences en général. Nous organisons des conférences, nous avons notre propre site web sur lequel nous hébergeons le Forum Sceptique, qui est un lieu d'échange assez animé sur les pseudosciences. Nous publions aussi une revue, le Québec Sceptique. Vous trouverez sur la table ici, juste en avant de moi, quelques exemplaires gratuits du dernier numéro, d'ailleurs il est affiché ici, dans lequel nous avons publié un article de Yann Vadnet, ainsi que différents points de vue sceptiques sur l'ufologie. Vous vous doutez certainement que le point de vue des sceptiques est très critique face à l'ufologie. L'approche sceptique est incompatible avec des croyances qui se basent surtout sur des témoignages. Les scientifiques, comme les sceptiques, demandent des preuves concrètes. Et c'est précisément ce qui manque cruellement à l'ufologie après 70 ans d'accumulation de témoignages et de recherches. Il n'y a toujours aucun artefact d'origine extraterrestre qui a été montré. Aucune observation incontestable enregistrée avec des instruments technologiques performants. Par exemple, aucune photo ni aucune vidéo montrant clairement un ovni ou un extraterrestre de façon détaillée. Mais il y a des myriades d'images floues ou truquées. Cependant, le phénomène ufologique demeure d'intérêt sur les plans historiques, psychologiques et sociologiques, en ce sens qu'on peut se demander pourquoi certaines personnes concluent à des visites extraterrestres, ou quand et comment cette idée s'est développée. Qu'y a-t-il derrière les témoignages d'ovnis ou de contacts avec des extraterrestres? S'agit-il de phénomènes réels ou d'illusions d'optique, de mauvaises interprétations de ce qui a été vu, de problèmes neurologiques ou psychiatriques chez la personne qui prétend avoir vu quelque chose, de faux témoignages, volontaires ou non? Est-ce qu'on a des faux documents dans le but de tromper, par exemple, des photos truquées ou des formes géométriques dans les champs? Y a-t-il aussi derrière les observations un désir de développer une religion ou d'incorporer des éléments d'ufologie dans un cadre religieux? On pense ici aux Raéliens et à l'Église de Scientologie. Et dans certains cas, ça peut mener, dans des cas extrêmes, au niveau des sectes, à des suicides collectifs. Par exemple, avec Evans Gates et l'Ordre du Temple solaire, l'ETS. Le texte que je vais lire pour cette conférence vient de Vicente Juan Ballester Olmos, un ufologue espagnol reconnu mondialement. Mais comme il ne pouvait pas venir à Montréal présenter sa contribution, j'ai accepté à la demande de l'organisateur de ce colloque de le lire parce que son point de vue se rapproche beaucoup de celui des sceptiques. Ballester Olmos est un investigateur du phénomène OVNI depuis 1966. Il est l'auteur de 10 livres et de plus de 480 publications sur ce sujet. Il a donné des conférences en Europe et en Amérique et a été membre ou consultant des principales organisations ufologiques en Espagne et à l'étranger. En outre, il a joué un rôle remarquable dans le processus de déclassification des archives d'OVNI de l'armée de l'air espagnole. Depuis l'an 2000, il gère le projet PhotoCat, qui est une base de données sur les observations d'OVNI et d'OVI, des objets volants identifiés, où des images, des films, des vidéos et des photos numériques ont été enregistrées jusqu'à la fin de 2005. Avec plus de 12 000 entrées. Ballester Olmos a commencé à étudier les phénomènes OVNI dans le but de prouver l'existence des extraterrestres. Mais, comme vous allez pouvoir le constater, il est maintenant très sceptique face à l'ufologie et à son avenir en tant que discipline. Pour lui, l'ufologie est basée sur un mythe, celui de la présence d'extraterrestres qui nous visitent,
et 70 ans d'ufologie n'ont pas réussi à prouver quoi que ce soit en ce sens. Dans un autre texte intitulé « La nature des preuves de la présence d'OVNI », Ballester-Olmos aborde quelques thèmes que l'on ne retrouve pas dans sa présente communication, celle que je vais lire bientôt, mais qui doivent être soulevés si on prétend développer des recherches ufologiques sérieuses. Dans un premier temps, il est nécessaire de ne pas se limiter à seulement recueillir des témoignages. Il faut faire des recherches supplémentaires et, entre autres, comparer les témoignages avec les phénomènes qui ont été résolus. Rejeter ces cas expliqués et ne médiatiser que les cas non identifiés ne permet que de propager la mystification. Il ne faut surtout pas ignorer les hypothèses explicatives qui vont à l'encontre des croyances. Une vraie science analyse toutes les hypothèses plausibles avant de conclure quoi que ce soit. De plus, sur le plan scientifique, une théorie doit pouvoir être testée de façon à ce qu'on puisse la confirmer ou l'infirmer, ce qui n'est pas le cas avec l'hypothèse des visites extraterrestres. Une théorie scientifique doit aussi être basée sur des faits solidement établis et non sur des événements inexpliqués, des données incomplètes, des témoignages, des interprétations biaisées et de mauvaises analyses. Thomas Eddy Bullard, qui est un ufologue américain, commente de la façon suivante les critiques de Ballester-Olmos sur l'ufologie. Ce que Thomas Eddy Bullard dit, ces critiques sont bien ciblées et l'exposition des échecs de l'ufologie en tant qu'entreprise scientifique est aussi nécessaire que douloureuse. Nous ne différons que par les conclusions que nous tirons. Ballester-Olmos est prêt à enfoncer des clous dans le cercueil et à laisser enterrer l'ufologie dans sa tombe. Lui-même, Bullard dit « Je vois encore des étincelles de vie et souhaite éviter un enterrement prématuré ». Pour conclure, je dirais que derrière tous ces phénomènes, il y a de la place pour de bonnes recherches sur la religion, les sectes, les croyances et la psychologie humaine. Je vais maintenant commencer à vous lire le texte de Ballester-Olmos. Le titre, c'est « Remarques sur le texte « Sommes-nous seuls » du professeur Gnott. J'ai été invité à fournir une contribution pour un colloque sur les ovnis dont la ligne directrice est « De l'expérience à la science ». Comment puis-je être en désaccord quand Michel Cervantes a écrit dans Don Quichotte de la Manche que l'expérience est la mère des sciences? Toutefois, dans le contexte des ovnis, le principe de base est de déterminer avec une grande précision ce qu'est l'expérience. Est-ce interpersonnel ou externe? Est-ce objectif ou subjectif? Est-ce une anomalie ou quelque chose d'ordinaire? Un phénomène qui, après 70 ans d'existence, a encore besoin d'être défini est certainement douteux. Pour autant que la science soit concernée, ce n'est certainement pas moi qui m'opposerai d'adopter la méthode scientifique en tant que modèle à suivre strictement et un cadre de travail dans lequel nous devrions opérer dans toute investigation. Les réflexions spéculatives et utopiques sont permises, que vous soyez un scientifique lauréat, un amateur de science ou un profane. Je voudrais dans ce texte commenter un article, celui de Kevin Nutt, qui est professeur de physique associé à l'Université d'Albany, dans l'État de New York. Dans le journal en ligne de Conversation du 28 juin 2018, il a posé la vieille question « Sommes-nous seuls ?» pour y répondre ensuite. La devise de ce média populaire est « rigueur académique, flair journalistique », mais à mon humble avis, cet article ne reflète ni l'un ni l'autre. J'ai été stupéfait de lire des affirmations non prouvées telles que « les humains sont apeurés que des extraterrestres visitent la Terre ». Pourquoi devrions-nous imaginer que ce comportement social serait la norme généralisée? Parle-t-il de la société américaine, du monde asiatique ou de la communauté européenne? La vérité est que les gens vont regarder en masse des films de science-fiction où des extraterrestres arrivent sur notre planète. Les gens sont plus que familiarisés avec ce concept. Je gagerais même qu'une sympathie unanime pour ce concept est plus généralisée que l'antipathie ou la peur. Quelqu'un devrait faire un sondage. Seriez-vous effrayé si nous trouvions de la vie intelligente dans l'univers? Ou une question encore plus directe. Seriez-vous effrayé si des extraterrestres amicaux arrivaient sur Terre? Selon moi, la plupart des gens seraient séduits par cette possibilité. Peut-être pas autant que dans le secteur conservateur des États-Unis qu'en Scandinavie, mais globalement parlant, je suis certain que la curiosité et les espérances surmonteraient la peur. L'ennuyeux paradoxe de Fermi est aussi évoqué. Si en théorie il y a de nombreuses civilisations avancées technologiquement dans notre galaxie, pourquoi ne nous ont-elles pas encore contactés? Bon sang!
à cause des distances et des limitations de vitesse, ou parce qu'ils ne nous ont pas trouvés, ou parce que nous sommes inintéressants ou dangereux. Il y a tellement de réponses possibles. En fait, il n'y a aucun besoin d'invoquer des vaisseaux extraterrestres comme explication de lumière vue dans le ciel. L'auteur note semble s'alimenter aux rumeurs. Ce qu'il dit, il dit « Beaucoup de gouvernements autour du monde ont caché et classifié l'information à propos de telles rencontres. Oui, durant des décennies, les gouvernements ont été incapables de s'occuper des signalements d'OVNI faits par les citoyens et les militaires responsables de l'espace aérien ont scellé les données sous cette clé par pure ignorance et par une tendance exagérée à utiliser les mises sous-scellées. Mais tout ceci est déjà de l'histoire ancienne. Même un professeur de physique doit faire ses devoirs. Dans les dernières années, plusieurs nations ont entièrement déclassifié leurs archives d'OVNI et les ont placées dans le domaine public, étant donné que rien de scientifiquement extraordinaire n'a été détecté, ainsi qu'aucune menace à la sécurité nationale ou aérienne. Cependant, l'article que je commande favorise la mauvaise impression que les gouvernements en savent plus que ce qu'ils déclarent, et la fable conspirationniste continue. Pour moi, il est impardonnable pour un membre de la communauté académique de disséminer de l'information fausse, non confirmée. Note affirme aussi « Le sujet des ovnis est un tabou ». Ça, c'est une autre idée à la mode. A-t-il fouillé l'histoire de l'ufologie? Il devrait être au courant que beaucoup de scientifiques respectés ont étudié ou se sont attaqués au mystère des ovnis au cours des années. La littérature populaire, tout comme les revues Science et l'Astrophysical Journal, ont publié sur le sujet des ovnis. Il doit bien y avoir une 50aine de livres sur les ovnis écrits par des scientifiques. À l'échelle mondiale, plus de 300 thèses de doctorat ou de dissertation universitaire ont couvert le problème des ovnis. À vrai dire, le travail académique qui cherche à examiner le développement et l'accroissement des histoires d'ovnis est tellement intense sur tous les continents que garder à jour une telle chronologie est difficile. À titre d'exemple, quelques-uns de ces travaux universitaires publiés dans les dernières années. Ici, il donne 3 exemples. La thèse de doctorat de Jean-Michel Labrassard, le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, en 2016. La thèse de maîtrise de Rodolfo Gautier Cardozo dos Santos, en espagnol, et je vous donne le titre en français, c'est l'invention des soucoupes volantes en 2017. 3e exemple, la dissertation d'Isabelle Kerr, Flying Saucers and UFOs, An Investigation into the Impact of the Cold War on British Society, 1950-1964, qui a été publiée en 2015. Mais est-ce vraiment un thème tabou? Elle dit, pas du tout. La réalité est que les scientifiques, une fois qu'ils ont révisé le degré d'évidence, se sont convaincus qu'il n'y a rien qui puisse faire avancer la connaissance scientifique actuelle en examinant les signalements d'OVNI. Si un sujet donné est rejeté par les promoteurs de la science établie, cela ne veut pas dire que c'est tabou. C'est seulement que ce sujet est reconnu comme non scientifique et sans valeur. Qui donc, dans le monde professionnel, éviterait un sujet qui pourrait potentiellement propulser sa carrière? Un investigateur en sciences naturelles ou en physique éludera un tel sujet de recherche seulement s'il juge qu'il n'apportera aucun bénéfice scientifique. Par contre, la littérature scientifique sur les ovnis est vaste, diversifiée et significative. Un exemple, récemment, j'ai compilé une revue critique de littérature strictement dévouée à la conception des vagues d'ovnis, c'est-à-dire aux augmentations subites et marquées de signalements d'ovnis sur une période déterminée. Au cours de ma recherche, j'ai découvert que le nombre et la qualité des articles académiques étaient très élevés et d'envergure internationale. Les travaux académiques abondent sur les multiples aspects du problème des ovnis. Il vous suffit de nommer une question spécifique pour trouver de nombreux articles d'institutions académiques, incluant un nombre croissant de ceux-ci depuis les années 2000. Ici, il donne quelques exemples. Par exemple, sur les enlèvements, vous allez trouver un doctorat en rhétorique de l'Université du Kansas qui les définit comme une narration purement mythique. L'histoire, un essai bien documenté de l'Université de Pennsylvanie, révèle l'interface fautive entre l'ufologie et la science. Les ovnis et la culture populaire, vous allez trouver un article de l'Université de Lancaster qui en dissèque la thématique. Les soucoupes volantes dans les vieilles peintures, l'étude d'un historien de l'art surgit. Des vues aux antipodes du milieu universitaire,
Nous avons une entrée récente par un doctorant chargé de cours en histoire de l'École des sciences humaines de l'Université de Nouvelle-Angleterre en Australie. Vous êtes curieux à propos des récits de l'homme papillon? On en parlait un petit peu tantôt de Mottman. Un professeur d'histoire de la Faculté des sciences humaines de l'Université nationale de Mar del Plata, à Buenos Aires, a investigué cette mode. Peut-être votre intérêt réside-t-il dans les observations d'OVNI au Brésil? Vous trouvez une thèse de maîtrise de l'Institut des sciences humaines du département d'histoire de l'Université de Brasilia. Ou la phénoménologie des ovnis en Argentine. Un autre professeur d'histoire de l'Université de Trent au Canada a récemment sondé la question. Ces quelques exemples montrent clairement que l'investigation des ovnis en milieu académique est loin d'être tabou. En fait, il y avait aussi une ufologie scientifique dans la recherche civile et amateur en Europe et en Amérique. Aux États-Unis, c'est principalement par le Center of UFO Studies, CUFOS, qui en fait la promotion avec 2 ouvrages collectifs majeurs. C'était dans les années 70 et 80. L'organisation a disparu en pratique. Vous devinez pourquoi? Manque de support, de membres et de financement. Et j'ajouterais un détail élusif, un sujet élusif et difficile à défendre. Les groupes ufologiques qui ont débuté dans les années 50 se sont écroulés les uns après les autres. Ceux qui survivent maintiennent désormais des positions fortement sceptiques. Ce sont les signes du temps, c'est du réalisme, c'est la réalité crue. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'OVNI, que cela nous plaise ou pas. Cela ne nous plaît pas, mais la croyance ne peut pas être un substitut aux preuves matérielles. Le monde n'avance pas avec la foi, mais avec des faits solides et des théories falsifiables. Toutefois, le comble d'une pensée illogique se trouve dans une autre phrase du texte de M. Knott, qui dit « Je pense que le scepticisme envers les ovnis est devenu quelque chose comme une religion avec un agenda. » Qui parle ici? Un professeur d'université ou un membre de la secte de l'exopolitique? Est-ce que l'approche rationnelle, terre-à-terre, académique envers les ovnis, ou envers n'importe quel autre sujet, soit dit en passant, ne serait qu'une croyance? Est-ce que Guillaume d'Occam et le concept qui porte son nom, le rasoir d'Occam, sont maintenant condamnés au bûcher? Ne doit-on pas plutôt remettre en question les déclarations fantastiques, les contacts du troisième type, les interprétations absurdes et les motivations des chercheurs de sensationnalisme et de profit? C'est le monde à l'envers. La dernière partie de ce texte biaisé et mal documenté que je commente concerne l'information gouvernementale à propos des ovnis. L'information traitée est pauvre et superficielle. Ce serait acceptable comme un travail initial pour un étudiant, mais pas pour un professeur. Quand quelqu'un qualifie d'observations les plus convaincantes celles recueillies par le CEFAA, l'unité chilienne officielle en charge des signalements nationaux d'OVNI, cela dit tout. En fait, l'incompétence et la foi aveugle résident derrière plusieurs évaluations de cas erronés. Un cas éminent, considéré comme non identifié après 2 années d'études, a pris quelques heures à être démantelé par les vrais experts. Je réfère à la vidéo aérienne infrarouge du 11 novembre 2014 prise près de Navidad par un hélicoptère de la marine chilienne, un document officiellement reconnu comme une anomalie, mais qui était en fait le résultat d'une traînée de condensation aérodynamique. Les traînées de condensation, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les traînées derrière les avions, la fumée blanche derrière les avions. Comme les vieilles soucoupes volantes classiques ou les événements ufologiques, incluant les rencontres rapprochées, les photographies, etc., ne peuvent échapper aux conclusions ingénieuses des ufologues, ceux qui identifient les objets non identifiés. Les ufologues qui ne se sont pas encore rachetés, ceux qui assimilent les ovnis aux extraterrestres, centrent leur quête de preuves sur des événements récents, spécialement ceux dont des enregistrements filmés existent. Récemment, beaucoup d'attention a été donnée à la vidéo de 2013 de Gadilla à Puerto Rico. Certains analystes l'ont décrit comme un objet d'origine inconnue, capable de voyager sous l'eau et de se séparer en 2 objets. Mais le commodore de l'armée aérienne argentine, le directeur de la CEFAE, le comité officiel pour l'étude de l'espace aérien en Argentine, l'a résolu en quelques minutes. Il y avait 2 objets en vol, 2 ballons attachés ensemble, simplement 2 lanternes chinoises lancées pour célébrer un mariage dans les environs. Qu'est-ce que cela représente? Facile à deviner. Vous pouvez posséder des capacités pour la recherche et une expertise quelconque, mais si vous avez la piqûre pour les soucoupes volantes, vous serez enclin à faire beaucoup d'erreurs d'évaluation dans votre vie ufologique.
Nut s'exclame « S'il y a en effet des vaisseaux extraterrestres qui visitent la Terre, cela nous bénéficierait grandement d'en apprendre davantage sur eux, sur leur nature et leurs intentions. » Quelle idée de génie, à part qu'elle arrive 70 ans en retard. Durant tout ce temps, aucune visite de soucoupe volante n'a été corroborée. À l'inverse, la plupart des cas classiques importants qui ont servi à soutenir l'hypothèse extraterrestre ont été résolus. Les autres cas non résolus surgissent à la suite de mauvaises observations, de données insuffisantes ou d'études préliminaires fallacieuses. Si des gens ne sont pas d'accord, je les invite à soumettre leurs preuves à n'importe quelle revue scientifique. Les réviseurs seront heureux de contrôler et de vérifier ces preuves. Durant les investigations d'OVNI, les études de cas non biaisées démontrent la maxime suivante comme la clé pour l'examen des supposés événements ufologiques. Les signalements d'incidents observés sous des circonstances surprenantes sont questionnables. Par définition, le témoignage oculaire de gens qui ne reconnaissent pas le phénomène qu'ils ont observé n'est pas fiable. C'est la conclusion incontestable à laquelle beaucoup d'entre nous, chercheurs en ufologie, sommes parvenus après des années de travail dans ce champ d'intérêt. Heureusement, cela peut être prouvé. Un seul exemple suffira. L'observation de Stonehenge du 18 octobre 1977, lorsque 6 personnes ont vu et filmé d'étranges lumières durant plus de 3 heures. 2 investigateurs britanniques expérimentés en ufologie ont enquêté sur cet événement et ont décrit dans un article que la preuve vidéographique a été interprétée par des experts comme des fusées éclairantes, sans parler de la longue durée du phénomène qui indique habituellement quelque chose d'ordinaire. Or, les signalements de la part des témoins contredisent ceci. Qui croire? Les images objectives ou les affirmations subjectives? Et s'il n'y avait pas de séquence vidéo à examiner? Nous serions alors tentés d'évaluer les déclarations erronées et fausses des observateurs et, étant incapables de trouver quelques phénomènes conventionnels correspondant à leur description, ce cas deviendrait un autre non identifié. Cela est la base du phénomène des ovnis. Des témoignages de bonne foi, mais distordus, des affirmations erronées par des témoins de faits étranges pour eux. Néanmoins, je ne m'objecterai pas aux conclusions finales de l'auteur de l'article que je révise. Les ovnis sont dignes d'un intérêt scientifique, écrit-il. Je suis d'accord, mais pour des raisons différentes, et par-dessus tout, d'une perspective très différente en ce qui concerne la nature du phénomène. Martin Cohen a parfaitement saisi une question méthodologique particulièrement appropriée au supposé mystère des ovnis. Comment des penseurs critiques séparent-ils les opinions excentriques qui ne sont pas supportées par des preuves de théories raisonnables qui méritent probablement un examen sérieux? Ce problème est parfois appelé la question d'attestation parce que vous demandez quelles preuves vous permettent d'attester que la déclaration est vraie. Il propose une liste de contrôles pleine d'esprit pour tester les théories scientifiques que je recommande au public de consulter avant de vérifier à quel point elles correspondent à leur théorie favorite. Est-ce que cette liste de contrôles utilise des techniques sophistiquées? Pas du tout. Ça parle de sens commun, de biais de la part des auteurs, de l'emploi honnête des statistiques, de référence à d'autres auteurs, du potentiel d'explication. Est-ce que ça explique tout ou seulement une partie du phénomène? Ça parle d'ouverture d'esprit et du nombre d'hypothèses prises pour acquises qui peuvent affecter les conclusions. La faiblesse de l'hypothèse extraterrestre et du postulat de soucoupe volante apparaît alors clairement. Parce que si la précision, la quantification et la capacité de prédiction sont des aspects réguliers dans le développement de n'importe quelle théorie rigoureuse, alors l'ufologie est dans le champ. Si ce champ d'études a toujours voulu devenir une discipline à part entière, cela a été définitivement raté. Sir William Thomson, appelé aussi Lord Kelvin, parlant au 19e siècle à propos d'autre chose, a très distinctement défini un des problèmes affectant l'ufologie, quelque chose qu'elle n'a jamais été capable de produire avec constance. Mais quand vous ne pouvez pas le mesurer, quand vous ne pouvez pas l'exprimer en nombre, votre connaissance reste maigre et insatisfaisante. C'est ce que disait ici Lord Kelvin. La création d'une science était un objectif quand, il y a quelques décennies, certains d'entre nous pensions que l'objectif principal était la recherche de motifs communs, de patterns, parmi l'éventail des signalements, jusqu'à ce que nous nous apercevions que les données étaient incohérentes et inconsistantes. En d'autres mots, jusqu'à ce que nous découvrions qu'il n'y avait pas un seul et unique phénomène, par conséquent pas une seule origine,
mais une panoplie de phénomènes et de stimuli divers d'origine disparate. Cela m'a pris des décennies de recherche pour en arriver à comprendre ça. Beaucoup d'autres collègues partout dans le monde sont arrivés à la même conclusion. D'autres sont encore égarés sur ce chemin vers une meilleure appréhension du phénomène. Permettez-moi de clore cette brève contribution au Congrès ufologique international de Montréal de 2018 avec ce qui est considéré comme le paradigme de l'ufologie. Un événement qui manifesta d'abord un degré suffisamment d'étrangeté et qui a été étudié en détail par des scientifiques non sceptiques sans qu'ils puissent y trouver une explication, mais qui fut analysé autrement des années plus tard, ce qui a permis de trouver une solution complète et satisfaisante. Je me réfère à l'observation d'OVNI qui s'est produite au-dessus de Montréal le 7 novembre 1990. L'investigation initiale avait conclu que c'était un grand objet étrange et silencieux suspendu dans les airs. Cependant, une récente réévaluation française de cette observation a exposé d'une manière convaincante, selon moi, que c'était juste un phénomène atmosphérique connu, ce qu'on appelle des piliers de lumière, aussi simple et aussi compliqué que ça. Les piliers de lumière, c'est des lumières artificielles qui sont reflétées par certains types de nuages chargés de cristaux de glace. Si cette réfutation de ce cas emblématique d'OVNI au Canada ne satisfait pas les ufologues, je les invite à la contredire en suivant des arguments scientifiques similaires. Ceci devrait être la beauté de notre champ de recherche. Nous pouvons argumenter et discuter, mais toujours dans une atmosphère de collégialité. L'auteur tient à remercier Yann Vadnet pour la mise en forme du texte et la discussion constructive. Je laisse la parole maintenant à Louis Dubé. J'aimerais poursuivre cette intervention sceptique avec quelques considérations pratiques sur les ovnis. Les sceptiques du Québec sont des gens pragmatiques qui tentent de distinguer les connaissances des croyances. Pour eux, une connaissance se fonde sur des preuves concrètes d'un phénomène. Elle se vérifie expérimentalement et elle est généralement reproductible. Une connaissance a un effet mesurable dans la vie de tous les jours. Le système de localisation GPS, par exemple, s'appuie sur 3 domaines de la physique de pointe. La physique quantique, pour des horloges très précises, la relativité pour la mesure de dilatation et de ralentissement du temps, et la radioastronomie pour les repères à toute fin fixe que procurent les quasars. Les GPS nous facilitent vraiment la vie en précisant la position où nous nous trouvons sur la route ou en randonnée. Ils vérifient constamment les 3 domaines de la physique mentionnés. Par ailleurs, une croyance n'a pas de fondement tangible dans la réalité. Elle s'appuie sur des témoignages qui ne peuvent être vérifiés. Elle découle souvent d'interprétations fautives et de perceptions naturellement subjectives. Elle n'a pas d'effet concret dans la vie de tous les jours. Elle peut toutefois avoir une influence marquante sur l'état psychologique des personnes. Étant donné qu'aucune preuve tangible ne vient étayer la visite d'engins extraterrestres, les sceptiques ont rangé dans le domaine des croyances les interprétations extraterrestres et paranormales des objets volants non identifiés. Puisque le thème du congrès porte sur un cheminement de l'expérience à la science, notons que les observations d'OVNI elles-mêmes rapportent des données physiques. Toutefois, elles sont souvent non cohérentes avec les lois physiques que nous connaissons. Par exemple, si un ovni initialement immobile se met en mouvement et se déplace d'1 kilomètre en 1 seconde avant de disparaître de la vue, tel que parfois rapporté, ses occupants subissent une accélération de 200 G, ce qui implique qu'ils sont poussés par une force équivalente à 200 fois leur poids. Or, le corps humain tolère difficilement plus de 5 G sans perdre connaissance. Des pilotes de chasse bien entraînés peuvent brièvement supporter 9 G et nous voyons tous à 50 G, ou bien avant, écrasés par une telle accélération. En comparaison à l'accélération confortable pour nous de 1 G, si nous sommes initialement immobiles, nous couvrirons 1 km en un peu plus de 14 secondes. Bien plus qu'une seule seconde.
Pour pouvoir supporter des dizaines, voire des centaines de jets d'accélération, les extraterrestres qui conduisent ces engins ne peuvent être faits de chair et d'organes flasques comme nous. De plus, la matière dont serait fait le vaisseau serait aussi vraiment étrange puisqu'elle fendrait l'air à plus de 2000 mètres secondes, qui est la vitesse finale de 0 à 1 km en une seconde, alors qu'on n'entend même pas le bang supersonique qui normalement se produit pour un avion à une vitesse dans l'air de 340 mètres secondes. Autre exemple. La seule façon que nous connaissons pour nous déplacer rapidement dans l'espace vide est de projeter violemment une grande masse de gaz dans la direction opposée au mouvement choisi. C'est ce que les fusées font quand elles quittent la Terre, assez lentement puisqu'on tente de ne pas dépasser 3 G d'accélération, 3 fois le poids normal, pour ne pas trop incommoder les astronautes à bord. Les lois physiques que nous connaissons et qui s'appliquent dans tout l'univers ne permettent pas d'autres moyens de propulsion rapide dans le vide de l'espace. Ces déplacements exigent énormément de masse à amener à bord et à projeter à grande vitesse vers l'arrière. Le carburant le plus efficace que l'on puisse imaginer, soit la fusion de matière et d'antimatière transformant à 100% la matière en énergie, devrait avoir un volume aussi gros qu'une montagne pour effectuer de longs voyages interstellaires. Les vaisseaux spatiaux extraterrestres prétendument observés sont beaucoup plus petits. D'ailleurs, on ne voit ni ne ressent la masse énorme qui devrait être projetée à l'arrière des ovnis. Bref, si on en croit certaines observations typiques des déplacements d'ovnis, les extraterrestres ne sont pas faits d'organes flasques comme les nôtres. Pour pouvoir supporter les énormes accélérations observées, ils devraient être faits en plastique, en roc ou en métal. Notons aussi que les humains prétendument enlevés ne pourraient subir de telles accélérations dans ces vaisseaux. Les vaisseaux eux-mêmes ne peuvent être faits de matière normale que nous connaissons et ne produisent pas de bang supersonique en fendant l'air à grande vitesse, par exemple. Le système de propulsion des extraterrestres est tellement avancé que nous ne pouvons même pas l'imaginer, car il est hors des lois physiques connues de l'univers. Il ne peut s'agir de matière expulsée violemment vers l'arrière pour propulser le vaisseau vers l'avant, seule méthode aujourd'hui connue dans le vide de l'espace. Ces extraterrestres posséderaient une technologie tellement avancée sur la nôtre qu'ils peuvent facilement se cacher de nous et utiliser, par exemple, des microcaméras presque invisibles pour nous observer. Si aujourd'hui on les voit, c'est parce qu'ils veulent qu'on les voie. Si vraiment ils veulent qu'on les voie, pourquoi ne viennent-ils pas nous serrer la main et nous aider à résoudre les graves problèmes de notre planète? Si on en croit les milliers d'observations d'OVNI au cours des 70 dernières années, les extraterrestres nous nargueraient, sans raison valable, semble-t-il, car les prouesses technologiques qu'on leur attribue les mettent complètement hors de notre portée. Ils n'ont absolument rien à craindre de nous. Même si les ovnis ne sont pas des vaisseaux extraterrestres, rien n'empêche les ufologues d'analyser les nombreux témoignages de leurs apparitions. Cela donne lieu à d'intéressantes études physiques, psychologiques, sociologiques. Nous en prendrons sans doute plus sur l'atmosphère, l'astronomie et les humains que sur d'hypothétiques entités extraterrestres. N'oublions pas que nous sommes tous sujets à des biais de perception et de sélection. Nous pouvons aussi être facilement trompés par des illusions visuelles, auditives et cognitives. Notre mémoire construit une histoire cohérente avec ce que nous avons cru avoir aperçu. Nous estimons qu'il revient aux ufologues sérieux d'enquêter sur les cas d'apparition d'OVNI, de présumés contacts avec des extraterrestres et de récits d'enlèvement par des extraterrestres. Nous comptons sur eux pour vérifier la solidité des témoignages, la cohérence des faits rapportés et l'analyse des causes physiques possibles. Peut-être qu'un jour, ces efforts concertés indiqueront des pistes intéressantes que les scientifiques de toute discipline pourront alors creuser pour enfin élucider l'énigme des ovnis. Merci de votre attention. Quebec skeptics are pragmatic people who try to distinguish knowledge from beliefs. For them, knowledge is based on concrete evidence of a phenomenon. It is experimentally verified and is generally reproducible. Knowledge has a measurable effect in everyday life.
The GPS tracking system, for example, is based on 3 areas of advanced physics: quantum physics for hyper-accurate clocks, relativity for the measurement of time dilation and slowing, and radio astronomy for practically fixed locations given by quasars. GPS really makes life easier by specifying where we are on the road or hiking. These devices constantly check the 3 areas of physics mentioned. Moreover, a belief has no tangible basis in reality. It relies on testimonials that cannot be verified. It often stems from faulty interpretations and naturally subjective perceptions. It has no concrete effect in everyday life. It can, however, have a significant influence on the psychological state of people. Given that there is no tangible evidence to support extraterrestrial visits, skeptics classify the extraterrestrial and paranormal interpretations of unidentified flying objects in the realm of beliefs. Since the theme of the conference is a journey from experience to science, note that UFO observations themselves report physical data. However, they are often inconsistent with the physical laws that we know. For example, if a UFO initially stationary moves and covers a kilometer in 1 second before disappearing from view, as sometimes reported, its occupants undergo an acceleration of 200 g, which implies that they are pushed by a force equivalent to 200 times their weight. However, the human body has difficulty tolerating more than 5 g without losing consciousness. Well-trained fighter pilots can briefly support 9 g, and we all die at 50 g or before, crushed by such an accelerating force. In comparison, at the comfortable acceleration for us of 1 g, if we are initially stationary, we would cover 1 kilometer in just 14 seconds, well more than a single second. To be able to support tens or even hundreds of g of acceleration, the extraterrestrials who drive these machines cannot be made of flesh and flabby organs like us. In addition, the material of which the ship would be made would also be really strange, since it would split the air at more than 2,000 meters per second. This is the final speed of 0 to 1 kilometer in 1 second, while we do not even hear the supersonic bang, which normally occurs for an aircraft at an airspeed of 340 meters per second. Here's another example. The way we know to move quickly in empty space is to violently project a large mass of gas in the opposite direction to the chosen movement. This is what rockets do when they leave Earth, quite slowly, since we try not to exceed 3 g of acceleration, 3 times the normal weight, so as not to unduly inconvenience the astronauts on board. The physical laws known to us, and which apply throughout the universe, do not allow other means of rapid propulsion in the vacuum of space. Such movements require a lot of mass to bring on board and project backwards at high speed. The most efficient fuel imaginable, that is fusing matter and antimatter, thus transforming matter 100% into energy, would require a container as big as a mountain for long interstellar journeys. The extraterrestrial spaceships allegedly observed are much smaller. Moreover, we do not see or feel the huge mass that should be projected behind the UFOs as they speed away. In short, if we believe some typical sightings of UFOs, the extraterrestrials are not made of flabby bodies like ours,
to support the enormous accelerations observed, they should be made of plastic, rock, or metal. Note that humans allegedly abducted could not undergo such accelerations in these vessels. The vessels themselves cannot be made of normal materials we know. They do not produce supersonic bands by splitting the air at high speeds, for example. The extraterrestrial propulsion system is so advanced that we cannot even imagine it, because it is outside the known physical laws of the universe. It cannot be matter expelled violently backwards to propel the ship forward, which is the only method known today in the void of space. These extraterrestrials would have a technology so advanced on ours that they can easily hide from us and use, for example, almost invisible micro cameras in order to observe us. If today we see them, it's because they want us to see them. If they really want us to see them, why don't they come to shake hands with us and help us solve the serious problems facing our planet? If we are to believe the thousands of UFO sightings over the last 70 years, the extraterrestrials would tempt us for no good reason, it seems, because the technological feats attributed to them put them completely out of our reach. They have absolutely nothing to fear from us. Even if UFOs are not extraterrestrial vessels, nothing prevents ufologists from analyzing the many testimonies of their appearances. This gives rise to interesting physical, psychological, and sociological studies. We will probably learn more about the atmosphere, astronomy, and humans than about hypothetical extraterrestrial entities. Let us not forget that we all are subject to perception and selection biases. We can also be easily deceived by visual, auditory, and cognitive illusions. Our memory builds a story consistent with what we thought we saw. We believe that it is up to serious ufologists to investigate cases of UFOs, alleged contact with extraterrestrials, and stories of abduction by extraterrestrials. We rely on them to verify the trustworthiness of those testimonies, the coherence of the reported facts, and the analysis of the possible physical causes. Perhaps one day, these concerted efforts will reveal interesting leads that scientists from all disciplines can then explore to finally elucidate the riddle of UFOs. Merci de votre attention.